Pour le deuxième numéro du podcast, ça me fait super plaisir d'être avec Myriam Leroy, déjà dans la vie de manière générale, mais sur le podcast aussi pour une série de raisons. La première, c'est que mine de rien, même si on la voit de plus en plus dans les médias, je pense pas que c'est déjà arrivé que quelqu'un ait pris le temps de faire une longue interview avec elle. Et bon, je pense que je suis assez bien placé pour savoir qu'elle a des trucs intéressants à dire. Et aussi parce que je savais que ça la stressait à mort. À mort! Qu'elle avait pas envie de le faire, qu'elle a pas envie qu'on travaille ensemble, et moi non plus d'ailleurs de manière générale, et que c'était peut-être la plus belle occasion que j'allais pouvoir avoir de voir qu'est-ce que ça ferait si on travaillait ensemble. Donc Myriam, merci d'avoir accepté. Grand plaisir. Et t'as accepté, première question, t'as accepté, 1, pour me faire plaisir, 2, parce que tu pensais que ça pourrait être chouette, ou 3, parce que tu te sentais obligé? Un peu de 3. Et puis par orgueil aussi. Par orgueil? Ouais. Et t'es super stressé. Ouais. Et pourquoi? Je sais pas, j'arrive pas à identifier. Est-ce que, honnêtement, je veux dire, t'es un peu la capitaine des gens cool, ou en tout cas, tu fais partie de l'équipe des gens cool de Bruxelles. Est-ce que c'est aussi parce que tu trouves que c'est un peu la loose d'être dans le podcast de ton mec? Peut-être. Et tu penses que tu vas être jugé? Dans un podcast d'humour. Ben oui, qui me défend d'être humoriste. Ben oui, c'est ça. C'est Myriam qui a déjà dit les 2 phrases, peut-être pour moi, les plus célèbres dans ma tête, c'est « Je n'aime pas l'humour ». Et si je vois ton spectacle, encore une fois, je crois que je vais vomir. Ouais. Tu l'as vu combien de fois, mon spectacle? Je sais pas, 5 fois? Ça va, si tu vomis qu'à la 6e, ça va encore. Ouais. Et donc voilà, tu te défends d'être humoriste. Absolument. Et c'est avec ça que tu gagnes ta vie maintenant. Est-ce que c'est avec ça que je gagne ma vie? Bon, en partie, oui. On va revenir, mais avant de parler de ce que tu fais maintenant, on va faire un tour un peu sur les choses qui te sont arrivées avant. À chaque numéro du podcast, je veux apporter quelque chose à boire que l'invité demande. Pour le premier numéro, c'était Cody. Il a demandé du jus de pamplemousse. Toi, je te l'ai même pas demandé et je t'ai apporté du vin rouge. Je pense pas m'être trompé. Ah, on va faire un petit chin. Ben oui, ambiance sonore. Très années 80. À fond. Il manque juste le petit fondu en étoile si on était avec des images. Première question. Le truc qui t'a fait le plus connaître dans ce que t'as fait, c'est Pure FM. Ouais. Avec les J'aime pas. Avec les J'aime pas et aussi, je pense, avec le remplacement de Vanessa Clack pendant son congé de maternité à l'hiver 2010, 2011, je sais pas, 2011. Donc Pure FM, bon, avec les J'aime pas entre autres, ça s'est super bien passé pour toi. Le remplacement, tu t'es fait connaître et ça s'est fini de manière un peu abrupte, semi-abrupte. Et j'aimerais que tu nous racontes ta version, parce que de l'extérieur, ce qu'on a vu, c'est Myriam est sur Pure FM, de coup Myriam est plus sur Pure FM va devenir Énergie, ce qui n'a pas été le cas nécessairement finalement. Ils ont gardé la même équipe et on sait même pas, 1, si t'es fâché contre eux, 2, s'ils sont fâchés contre toi. On a dit partout que c'était d'un commun accord. Donc voilà, est-ce que toi t'es fâché contre eux, est-ce qu'eux sont fâchés contre toi, et raconte-nous ta version. Je pense que personne n'est fâché contre personne. Je suis peut-être un peu triste de la manière dont ça s'est terminé. Mais comment ça s'est terminé déjà? Comment ça s'est terminé? Eh bien, Pure FM a décidé de modifier son orientation. Ça, on l'a pu lire dans la presse, pour des raisons d'audience. Pure FM faisait à faire la dernière vague d'audience, vague de sondage, 1,9% de part de marché, ce qui est quand même assez peu. C'est peu, sauf si tu compares à Twiz, où là c'est pas mal. Qui est aussi une radio pour laquelle j'ai bossé, donc ceci expliquant peut-être cela. mais depuis, l'ironie de la chose, c'est que depuis, il y a eu des nouveaux sondages qui sont sortis au mois d'août et sont remontés à 2 points. Oui. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça déjà? J'imagine que c'est pas ce que tu voulais. Terminer ma collaboration sur Pure FM? Non, le changement de Non. Moi, j'aimais bien cette radio telle qu'elle était et je trouvais qu'on pouvait faire des choses alternatives. C'était une alternative pas spécialement radicale ni pointue, mais c'était quand même une alternative. C'était une radio vraiment singulière. Je pense qu'elle l'est toujours. Mais voilà, ils ont fait des choix bien légitimes, certainement bien raisonnables. Moi, j'avais plus grand-chose à faire là-dedans. J'avais plus rien à leur proposer. Ils n'avaient plus rien à me proposer dans cette optique-là. Et voilà, nos chemins se sont séparés tout simplement. Et je trouve ça dommage parce que j'aimais beaucoup cette radio, je l'aime toujours beaucoup, et j'aurais bien aimé continuer à bosser pour elle. Mais là, force est de constater qu'on n'avait plus rien à faire ensemble. Et tu sens que tu marches sur des œufs quand tu racontes l'histoire? Que tu peux dire tout ce que tu penses, ou tu essaies d'épargner un peu la chèvre et le chou, parce qu'on sent que tu réponds quand même un peu comme une politicienne en campagne. C'est une réponse de Normand et pourtant c'est la vérité. C'est vraiment ça? Oui, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas eu de portes qui ont claqué. Moi, je m'entends toujours très très bien avec l'équipe. Je vais probablement faire des petits featuring dans l'émission du matin une fois de temps en temps. Ouais. À partir de quand? Je ne sais pas. Quand on m'invitera, mais et ça va ressembler à quoi? C'est prévu.
Bah, ça va ressembler. Il y a un feuilleton radiophonique que je trouve très chouette, en fait, avec Sébastien Ministru, qui s'appelle Into the Pure. C'est lui qui écrit ça sur les coulisses de l'émission du matin avec la nouvelle équipe. Et c'est un truc à la Ministru, un peu délirant. Et maintenant, il faut intervenir des guests. Il y a eu Laurence Bibo l'autre jour qui est venue faire un petit caméo. Et puis, il m'a proposé de le faire aussi bientôt. Et avec la direction de Pure FM, ça se passe bien? Je n'ai plus de nouvelles, donc oui, Okay. pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui te fait le plus chier chez un animateur radio ou télé? La fausse bonne humeur. Ouais. La fausse bonne humeur, le côté familial, essayant de plaire à tout le monde, lisse, consensuel. Bisous à toute la petite famille. Bisous à toute la petite famille. Est-ce que tu crois que ça peut des fois être bien quand c'est pas fake? Ou est-ce que tu crois que c'est pas fake et ça te tape sur les nerfs ou que c'est tout le temps fake? Moi, la bonne humeur, de manière générale, ça me tape sur les nerfs. Même la genuine bonne humeur? Mais qui en télé et en radio est réellement de bonne humeur et transmet réellement sa bonne humeur? En radio, on marquerait... C'est dingue le nombre de personnes qui rigolent juste comme ponctuation. Ah, il est 14h25! Mais je comprends parce que dans l'émission On n'est pas rentré, je le fais aussi. Ah, je le fais tout le temps aussi. Hein. Je le fais Mais aussi. c'est de la grosse... C'est du réflexe. C'est du réflexe et c'est de l'angoisse, comme l'angoisse de la page blanche pour l'écrivain, c'est l'angoisse de l'onde blanche pour l'homme de radio. Alors que c'est pas grave, un blanc. Il n'y a jamais personne qui a zappé sur un blanc. Non. Par contre, sur une parole... Ah oui, ça c'est vrai. Il y en a chier qui ont zappé. Tu ne conduis plus. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie de parler ou tu préfères éviter de parler? C'est un grand drame dans ma vie. Non, parlons-en. Pourquoi tu conduis plus? Parce que j'avais pour habitude de m'évanouir au volant, parce que ça me stressait. Tu t'es déjà vraiment évalué pendant que tu conduisais? Oui, absolument. Tu peux raconter? Oui, Daniel, je peux raconter. Eh bien, j'étais sur l'autoroute. C'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 7-8 ans. Et je dépassais un camion, et ce camion était vraiment long. Et j'ai commencé à stresser de plus en plus. Puis mes oreilles ont commencé à se boucher. Et puis mes doigts ont commencé à picoter. Et puis un voile noir s'est jeté devant mes yeux. Et puis j'ai perdu connaissance. Mais heureusement que j'avais une copine à côté de moi qui a vu que ça n'allait pas, qui a donné un coup de volant et on a été s'échouer sur la bande d'arrêt d'urgence un peu plus loin avec dans un bruit de crissement de pneus infernal et une odeur de plastique brûlé. Et ça a été la fin de la conduite? Non, parce que ça a été le début de la fin, parce que je voulais absolument conduire. En plus, on m'avait promis un contrat à la RTBF Radio si j'avais mon permis de conduire. Enfin, j'avais mon permis, mais si je conduisais. Donc pour moi, c'était important. Donc j'ai conduit pendant de nombreux mois avec un psy qui me disait « Allez, Madame Leroy, respirez, inspirez à fond, bloquez, soufflez. » Et on faisait des petits... Il y a des psys de conduite? Non, c'était un psychologue comportemental. Parce que je souffrais de ce qu'on appelle des attaques de panique quand j'étais au volant. Et donc, quand j'étais avec ce monsieur à côté de moi, ça allait très bien, mais quand il n'était pas là, ça n'allait pas du tout. Et puis un jour, mes parents, voyant que je n'utilisais plus beaucoup ma voiture, elle était garée chez eux, ils l'ont revendue à un Albanais passant par là. Pour la modique somme de 400 €, alors que je venais d'acheter un autoradio qui valait 400 €. Donc, au moins... T'as fait de l'argent avec ça. Oui, c'est une belle opération. Donc finalement, ça marche, les conneries de cartes que les gens mettent dans ta vitre en disant « Nous sommes intéressés en tout par cas, votre avec bagnole. » mes parents, ça marche. Je crois que j'en ai une collection d'à peu près 250 dans le fond de la voiture. Et finalement, pourquoi tu t'évanouissais au volant? Donc attaque de panique et agoraphobie. Oui, c'est ça. Je suis agoraphobe depuis très longtemps maintenant. Bon, tu dis que t'aimes pas l'humour. Mm-hmm. T'as un livre qui sort qui s'appelle « Les bobos, la révolution sans effort ». Ouais. Aux éditions La Renaissance du livre. Catégorie humour, qui est d'ailleurs la même catégorie où est sorti le livre que j'avais écrit avec Renaud Coppens et Benoît Guders. Sur le foot. Sur le sport. Non, sur le sport, pardon. Ah ouais. Tu l'as acheté et tu l'as pas lu? Non, il est dans mes toilettes. Tu l'as lu ou pas? Honnêtement. En partie. Honnêtement. En partie. Quelle partie? La première. Toi, t'as pas regardé mon web documentaire, donc un donné pour un rendu. Oh oui, mais excuse-moi si je me suis... Tu m'as forcé à regarder ton web documentaire. Non, je t'ai forcé à regarder une scène. Non, on a regardé le web documentaire de Myriam, est un web documentaire sur l'avortement. Et on a dû regarder ensemble parce qu'elle m'a forcé à m'asseoir à côté d'elle et me montrer le psychologue, le sociologue, le coupologue. Les médecins, les assistants sociaux. Exactement. Et c'était intéressant. Et j'ai regardé quoi, l'équivalent de 50% du web documentaire? Oui, 50%. Ça m'a permis de me faire... Mais voilà, moi j'ai lu 50% de ton livre. Donc voilà. Ton web documentaire, on peut encore le voir? Oui. Où? Il est hébergé par le site du soir. Il suffit de taper
cuisine interne, web documentaire sur Google et normalement on tombe directement dessus. Ok, et ton nom, si on tape ton nom, ça marche pas? Si, mais je pense que ça demande d'une recherche tellement affinée. Et là, c'est pas de l'humour. Ah non, c'est vraiment pas drôle. Et donc, tu as fait pour le livre Les Bobos, la Révolution sans effort, c'était chroniques sur la première. Ouais, c'est les chroniques dont on n'est pas rentré de l'année dernière. Et il y a un truc, moi, qui me fascine. Tes chroniques, j'aime pas, ont super bien marché. Ouais. Tes chroniques Bobo, je le sais, tu disais toi-même que tu mettais beaucoup moins d'efforts. D'ailleurs, peut-être pour ça que ça s'appelle la Révolution sans effort. J'avais beaucoup moins de pression aussi parce que personne ne m'en parlait jamais, alors que mes chroniques J'aime pas, chaque mardi quand elles étaient postées sur Facebook, il y avait beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui m'écrivaient. Sur la première, je pense que c'est aussi un public qui est beaucoup moins sur les réseaux sociaux, donc j'avais l'impression de la faire un peu dans le vide, donc j'avais moins de pression, donc ça me stressait moins, donc je le faisais, je l'écrivais un peu... À la cool. À la cool. Et là, vous avez fait une bande-annonce, c'est un peu une nouvelle mode pour quand il y a des livres qui sortent. Maintenant, on en fait des bandes-annonces. Un teaser. Un teaser. C'est pas vraiment une bande-annonce comme les films, c'est vrai, c'est plus un teaser. En 3 jours, 25 000 views, plus ou moins, si je résume. Oui. Si tu dis que t'as pas nécessairement fait beaucoup d'efforts pour écrire les chroniques, le livre, c'est pas toi qui l'as pitché, c'est quelqu'un qui te l'a proposé. Oui, alors on va juste remercier Nicolas Vado, le dessinateur, entre dessinateur autres, du Vif et de l'Écho, qui est un titre... Donc t'étais fan quand t'étais jeune, ouais, d'ailleurs. je suis super fan depuis Quand que je t'étais suis ado. jeune. Bah, j'aime toujours beaucoup. Toi, tu m'étais encore jeune. Oui, bah oui, Voilà. je suis encore jeune, je n'ai que 30 ans. Qui travaille aussi pour cette émission On n'est pas rentré, qui m'a demandé un jour, ouais, tiens, t'as jamais pensé à sortir tes chroniques en bouquin? Bah non. Ah bah tu devrais. Bah je sais pas, moi je connais personne, j'ai aucun contact dans la maison d'édition. Oh bah je vais demander à la mienne. Le lendemain, j'avais une éditrice qui m'appelait. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, et c'est lui qui les illustre, les chroniques. Donc ça a vraiment été pour le coup ce truc-là. Des fois dans la vie tu Ça, c'est un chies, coup de tu bol forces monumental, et ouais. t'arrives à rien. Et d'autres fois ça arrive. C'est dingue. Et sur les 25 000 personnes qui ont regardé, ça dit rien sur les ventes éventuelles ou... Non, ça dit rien, mais en tout cas ça a fait connaître. Enfin c'était mon but quoi, c'était de faire savoir aux gens qu'il y avait un livre qui allait sortir. Et la tournée promo, tu connais à peu près tous les journalistes de Belgique. Tu crois qu'elle va être bien? Ouais, je pense. Je pense qu'il va y avoir une couverture sympa. J'ai pas mal de copains dans les rédactions. Et je crois que par amitié pour moi, ils vont me consacrer quelques lignes. Donc le livre sort le 11 octobre. Ouais. Donc dans pile poil une semaine, semaine. si vous téléchargez le podcast la même journée. Sinon, ben, faites le calcul. Là. 11 octobre. Et si vous téléchargez le podcast après le 11 octobre, c'est qu'il est déjà disponible. Quand tu vois la façon dont le teaser a fonctionné pour les trucs les bobos, ta chronique J'aime pas est terminée, celle qui a le plus marché. T'as pas envie de faire un livre avec le truc J'aime pas, la chronique J'aime pas? Mais si, mais moi je suis quelqu'un qu'on doit venir chercher et qu'on doit tirer. C'est pas un... Quand j'ai besoin des gens, je ne vais jamais vers eux. J'attends toujours qu'ils viennent vers moi. C'est pas... Je vais dire un truc, c'est une théorie, mais c'est pas le luxe de la jolie fille, ça. Je veux dire, si mettons t'es moche et que t'as pas nécessairement d'amis, et tu sais qu'il n'y a jamais une fille qui va t'inviter au bal, c'est toi qui dois aller vers elle, tu t'habitues à faire des efforts. Toi, ça veut dire... Est-ce que c'est parce que tu t'es habitué... Tu sais, mettons, si tu restes dans ton coin jusqu'à ce que tu crèves de faim, ça veut dire qu'on est toujours venu te chercher avant que tu crèves de faim. Ouais. Et t'as pas l'impression que si tu te bougeais, t'en aurais plus? Je dis sans méchanceté, mais... c'est parce que si tu dis, quand je fais rien puis qu'on vient me chercher, j'obtiens ces trucs-là. Si je me bougeais puis j'allais en chercher, j'en aurais plus. Mais en fait, ironiquement, à chaque fois que je me suis bougée, j'ai jamais rien obtenu. Et à chaque fois que j'ai rien fait, c'est un peu comme l'amour, quoi. Ça te tombe dessus au moment où tu t'y attends le moins. Et ben, pour moi, le boulot, ça a toujours été comme ça. Et à chaque fois que moi-même, j'ai fait une démarche, que j'ai envoyé un CV, que j'ai contacté quelqu'un, ça n'a jamais abouti. OK. Donc, autrement dit... C'est mon destin. S'il y a une maison d'édition qui écoute et qui veut publier tes chroniques J'aime pas, c'est pas que t'es contre, c'est que tu vas pas te bouger toi-même pour le proposer. Non, mais qu'ils se sentent bien à l'aise de me le proposer. Ça, c'est bon. Qui te fait rire? Didier Super me fait rire. Qu'on a vu en concert dernièrement. Ouais. Et on a vu des gens se casser pendant le truc de Didier Et lui Super. faire des doigts d'honneur. Ouais. Mais c'est des vieux. Mais je peux comprendre. Moi, mes parents seraient coincés dans un concert de Didier Super alors qu'ils s'attendaient. Enfin, c'était le rallye Chantons français à Saint-Gilles, au centre culturel Jacques Franck. Et avant lui, il y avait un chanteur à texte. Et après lui, il y avait un conteur contemporain. Et puis voilà, on a mis Didier Super en plein milieu. Il était pris en sandwich entre les deux. Il y en a qui sont restés simplement en attendant le suivant. Et je comprends qu'ils étaient très choqués parce qu'il est très choquant, Didier Super. Ouais, et bon, il faut juste pas le prendre au premier degré. Non, mais... c'est du 100 millième degré, mais c'est ça qui est très drôle. Et parce que c'est pas tout le monde qui sait ça non plus. Toi, t'aimes l'humour. Tu dis que t'aimes pas l'humour, mais c'est pas vrai. T'aimes pas l'humour qu'on peut nous proposer, mais t'adores l'humour trash, mais Ouais. super trash. C'est quoi ta blague préférée?
La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as Oh, bah raconté non, ta blague préférée. non, c'est horrible. Vas-y. Non. Ben, moi, je peux la raconter? Non. Non? Non. Envoyez-moi un email, je vais vous la raconter. Et pourquoi t'es gêné? Honnêtement, Ouais. parce que maintenant que j'ai des amis à qui la mésaventure de la blague est arrivée, ça me fait moins rire tout d'un coup et je trouve ça choquant pour eux, Ok, et prenons- par respect pour eux. C'est pas cette blague-là, mais admettons que ce soit une blague sur le sida, juste pour pouvoir donner un terme. Tu trouves pas que c'est un peu triste de dire que les choses te font rire jusqu'à ce qu'elles te touchent personnellement? Ça, il y a Anthony Jeselnik qui, moi, est un de mes préférés que je connaissais pas jusqu'à il y a 6 mois. Si vous êtes fan d'humour trash, lui, c'est du one-liner, donc genre une phrase, une chute. Et c'est l'ex de Amy Schumer aussi qu'on voit de plus en plus. Enfin bref, allez googler les deux. Ils ont des albums sur iTunes, entre autres. Anthony Jeselnik fait des roasts super drôles. Des roasts. Un roast, Quoi pour un concept de merde? c'est à l'époque de Dean Martin et cette époque-là. Pour ceux donc je rouvre une autre parenthèse pour expliquer ce qu'est un Oh là, roast. je comprends pas, vraiment ça me dépasse. Et Un ça me fait roast, pas rire du tout. ça te fait, alors que c'est le truc le plus trash qui existe. En humour, il y a rien qui existe C'est de un plus... type qui est au milieu des autres et en gros c'est le fromage est battu, mais tu vois, le fermier dans son pré, alors le petit rejeté au milieu qui se fait taper par tout le monde, c'est ça, sauf que le petit rejeté au milieu, bah, il l'a choisi, il est content, il rigole avec tout le monde. Mais le concept d'un roast, t'as un invité, d'ailleurs, et les profits de ces roasts-là vont toujours à des trucs de charité, ce qui est une belle façon de dire de la marde aussi en général, parce que, ah oui, mais c'est pour les petits cancéreux, donc plus personne ne peut rien dire. Il y en a qui s'en sortent avec, pas plus loin qu'en Belgique, avec des événements et des concerts, où vu que tous les profits vont pour des bonnes causes, et c'est devenu quasiment impossible de critiquer la qualité des dits événements. Et prenons, il y en a avec, mettons, Charlie Sheen. Charlie Sheen arrive, il y a 10 personnes qui vont le roaster, donc en gros faire une chronique sur lui, mais ça va être une chronique assez trash. Et donc moi, on dit, moi j'arrive, je fais, ah, tu sais, Charlie Sheen, notre invité, mais avant de faire des vannes sur lui, je fais les vannes sur les 9 autres qui vont être, qui vont venir faire de la chronique. Après, je fais une minute ou deux sur Charlie Sheen. Chacun passe à son tour et à la fin, Charlie Sheen a droit de parole. Et Anthony Jeselnik l'a fait pour Charlie Sheen et il avait dit, entre autres, c'était à l'époque où Charlie Sheen avait des gros problèmes publics avec la drogue, ses femmes, tout ce que tu voudras. Et donc, il avait été évincé de son émission télé, c'est mon oncle Charlie, je crois en français, ouais, Two and a Half Men. Et Jeselnik lui dit, honnêtement, il dit, je vois pas pourquoi est-ce que tu te plains de ce qui peut t'arriver de ton sort en télévision quand on sait que la seule raison pour laquelle tu as commencé en télé, c'est parce que Dieu déteste Michael J. Fox. À l'époque, Charlie Sheen avait remplacé Michael J. Fox quand, à cause de son Parkinson, Michael J. Fox avait été obligé de quitter l'émission Spin City. Et c'est des blagues comme ça. J'ai entendu sur Sarah Silverman, une actrice qui sort, une humoriste qui sort, entre autres, qui sort avec Jimmy Kimmel, qui sort aujourd'hui, je crois, avec un des writers de Family Guy. Quelqu'un dit, ah oui, on est arrivé là-bas et je sais pas trop quoi, c'est asséché plus vite que le vagin de Sarah Silverman devant quelqu'un qui peut pas l'aider à avancer sa carrière. Et c'est que... Excuse-moi, mais moi, ça me fait rire. C'est que... Moi, pas tellement. En fait, c'est comme un arène de boxe. Tu peux pas dire, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui est en train de donner des coups de poing à quelqu'un d'autre quand c'est deux boxeurs qui ont accepté volontairement de monter sur un ring. C'est bon pour la Ah, mais c'est pas pour ça que ça me fait pas rire. C'est pas alors parce que tu que trouves c'est de la drôle... violence gratuite que ça me... Bon, je trouve ça drôle, la violence gratuite. C'est juste que... Tu trouves drôle Didier Super qui va aussi loin, presque aussi loin que les trucs dans les roasts. Presque aussi loin. Moi, je connais personne qui aille plus loin que Didier Super. Moi, la blague la plus violente que je connaisse, c'était dans un roast, c'était le roast de Pamela Anderson où il y avait Courtney Love, dont la veuve de Kurt Cobain, qui était là, et Jeffrey Ross, qui est le chef des roasters. Il s'appelle le Roast Master General, pour ceux que ça intéresse. Il y a un livre qui s'appelle I Only Roast the Ones I Love, qui est super si vous vous intéressez à ça, disponible sur Amazon. Et Courtney Love avait pris, je crois, toutes les drogues du monde, encore une fois, cette soirée-là. Et elle n'arrêtait pas de casser les couilles et casser son rythme. Et il se retourne et puis il lui dit « Courtney Love, je sais pas comment tu fais en 2010 pour réussir à avoir une plus sale gueule que Kurt Cobain aujourd'hui. Hein. » Donc son mari mort. Et je crois qu'une semaine après, elle est rentrée en rehab. Courtney Love, un truc comme ça l'avait choqué. Faire une blague sur le mari mort de quelqu'un devant sa gueule, devant tout le monde, oui, je connais rien de trash. plus violent. Oui, c'est violent, mais ça me fait pas tellement rire. Mais toi, c'est peut-être parce que c'est visé sur une personne, alors que Didier Super, c'est visé sur des groupes. Sur des catégories, oui. C'est peut-être ça qui fait en sorte que ça te fait moins rire. Sans doute. Le côté très personnel. Et puis, je suis pas du tout cliente de l'humour américain. Vraiment, ça me laisse complètement de marbre. Les comédies américaines me font pas rire.
Même si je reconnais un talent d'écriture, une vivacité d'esprit. Et que t'adores Will Ferrell et Zach Galifianakis. Pas du tout. Elle Ça, c'est adore toi. Will Ferrell et Zach Galifianakis de toute façon. Pas de panique, tout le monde. Elle est normale. Non, vraiment Et pas. Judd Apatow, elle a un certain respect, même si elle trouve qu'il a un peu perdu dans les derniers films. Mais Judd Apatow, j'ai un certain respect, surtout depuis qu'il produit une des meilleures séries de l'année dernière, Girls, avec Lena Dunham, qui a coproduit la série aussi, qui l'a écrite, qui l'a créée, qui 26 joue dedans, ans. ouais, et qui est présenté comme le nouveau Woody Allen au féminin. Et on dit des gens qui aiment la série Girls, donc de Lena Dunham, si tu aimes la série Girls de Lena Dunham, c'est que t'es un hipster, un wannabe hipster. Ah et ouais? si tu trouves que c'est pas bon, c'est que t'es un encore une couche au-dessus. douchebag hipster. Ah ouais. Mais si vous connaissez pas, c'est pour ceux qui aiment la série Louis, donc le truc de Louis C.K., c'est ce qui se fait de plus proche en équivalent féminin, pareil. même si ça n'a rien à voir, mais la logique, le single camp, la fille, elle se fout à poil alors qu'elle a un physique, genre, je veux dire, normal, quoi. Mhm. Et les acteurs ont des gueules assez, justement, pas C'est des gens comme plasticinées, nous, ouais. quoi. Des gens de tous les jours, des gens de la vraie vie. Et des le vrais gens. pitch, pour ceux qui connaissent pas, peut-être juste expliquer en 2 secondes si tu peux donner envie aux gens de télécharger légalement. Le pitch a l'air tout à fait stupide et c'est pas ça qui va donner aux gens envie de télécharger. C'est des copines qui se retrouvent à New York sans le sou et qui doivent faire leur trou. Elles ont 25 ans plus ou moins, elles ont pas de boulot, elles ont pas de mec, elles ont une petite vie minable. Elles coloquent dans un appartement. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça à quoi aurait ressemblé Sex and the City si ça avait été dans la vraie vie? Ouais, sans doute. Ouais. Le côté amitié, Oui. vie normale, et au lieu d'avoir Carrie Bradshaw qui écrit un article tous les 8 ans et puis qui... Oui, c'est ça. J'aimais bien Sex and the City en son temps, mais moi c'est aussi. une série, c'est quasi du cartoon, quoi. C'est de la caricature. Tandis que Girls, c'est pas du tout de la caricature, ça ressemble à la vraie vie. Ça ressemble à la vraie vie à Bruxelles et pourtant c'est la vraie vie à New York. Donc voilà, on revient à Didier Super, le fait que t'aimes l'humour trash, et moi je disais Anthony Jeselnik parce que tu disais que la blague la plus trash, t'as pas envie de la raconter parce que ça touche des gens que t'aimes beaucoup, qui ont Oui, dû et vivre alors ce tu me truc-là. disais, est-ce que c'est pas triste de ne plus rire des Oui, c'est choses ça. quand elles te touchent personnellement? Est-ce que Moi- Anthony Jeselnik disait, parce qu'il disait qu'une fille vient me voir en disant « Hey Anthony, j'ai super ri à ton spectacle, mais je suis content que t'aies pas fait de blague sur les lesbiennes parce que moi je suis lesbienne et honnêtement si t'avais fait des blagues sur les lesbiennes, j'aurais vraiment détesté. » Et il dit « Est-ce que t'es pas la pire personne de toute l'histoire de l'humanité de dire que t'es capable de rire des horreurs si elle concerne que les autres et dès que ça te concerne toi, là ça finit par te toucher, c'est que t'as une espèce de nombrilisme, une espèce de vanité personnelle, ouais. » Pour ma part, je sais pas si j'ai de l'orgueil pourtant, mais je suis quasi invexable. Invexable, je pense qu'on peut faire toutes les blagues à mon sujet, même les plus dépréciatives, Sur le physique ou sur la personnalité? surtout. Ouais. Surtout sur mon boulot, sur mon physique, sur ma personnalité. Je me souviens pas de m'être un jour braqué à provoquer quelque chose. Par contre, je sais que les autres le font, donc par délicatesse pour eux, il y a certaines choses que je passe un... Voilà, c'est pour ça que j'avais pas envie de raconter cette blague tout à l'heure. Voilà. Ok. C'est comme quand moi je dis que j'ai pas envie de raconter un truc parce que je pense que toi ça peut te toucher. Toi tu t'en fous, c'est pas toi que ça va vexer, mais ça peut peut-être vexer de tes amis Exactement. à toi et tu préfères ne pas Voilà. le faire. Je trouve que c'est une réaction de grosse conne. Merci Dan. J'aimerais ça que vous voyiez son regard parce que je l'ai juste testé. Si c'est vrai que t'étais invexable. Et invexable me semble être un peu un stretch. Difficilement vexable me semble déjà un peu mieux. Et je suis content qu'on ait commencé à parler donc un peu plus d'humour parce que c'est de ça dont traite le podcast en théorie, même si je voulais faire un tour un peu de ta carrière. De ton commencement de carrière. En tout cas. Tu me demandais il y a quelques instants qui me faisait rire. Ouais, on mais va c'est quand même ça. boucler la boucle. Didier Super, et alors quelqu'un qui fait pas rire beaucoup de monde et qui est considéré comme étant un plouc, qui moi me fait énormément rire, c'est Elise Moon. J'adore ce type. Tout ce qu'il fait me fait poiler. Ses petites annonces m'ont fait rire. Sa voix des gens comme Sa ça. voix. Mais même quand il chante, il a fait des albums un peu bossa, un peu lover. Je l'entendais chanter, je riais. Mais tu sais que c'est un truc qui fait que je crois il a arrêté sa tournée. En tout cas, il a pas Ouais. continué sa tournée parce qu'il commençait à chanter, les gens se marraient. Mais oui. Et le pire, c'est qu'Elise Moon, pour avoir déjà interviewé, tu l'as déjà interviewé aussi, Ouais. c'est la personne. Je crois que si tu touches Elise Moon, tu deviens dépressif. Oh, C'est la personne la plus. C'est l'incarnation du gris, de la tristesse. Du gris, non. De la déprime, certainement. Mais c'est ça qui me fait rire, c'est que ces personnages, parce qu'il a de l'humour en personnage. Oui. Ça fait plus rire le personnage que le stand-up. C'est pas du stand-up. Moi, le stand-up, ça me fait pas tellement rire. Sauf Dan Gagnon. Ah oui, sauf Dan Gagnon, évidemment. Mais Dan Gagnon est hors catégorie. Elise Moon a des personnages extrêmement seuls et extrêmement minables et extrêmement tristes.
Et je trouve que le tour de force, c'est d'arriver à en faire quelque chose de vraiment drôle et d'assez universel. Mais t'es obligé. J'ai été obligé. L'humour, j'en ai parlé avec Cody, donc je vais pas en faire 10 minutes, mais c'est de la tension, et tout ce qui est triste, tout ce qui est négatif a déjà de la tension intrinsèque. Et le génie, c'est... Woody Allen a fait beaucoup ça. Louis C.K. fait énormément ça aussi, des idoles pour moi. Prendre quelque chose qui en soi peut être pathétique et le rendre drôle. Ouais. Et pour ça, je crois qu'un des meilleurs films au monde, c'est pas le film le plus réussi, mais la prémisse est tellement intéressante. C'est Melinda et Melinda de Woody Allen, où c'est deux auteurs, un auteur dramatique et un auteur comique, qui s'engueulent sur le fait de savoir si la vie est à la base dramatique et que c'est pour ça que les comédies marchent, ou si elle est comique et c'est pour ça que les drames marchent. Et les deux, donc l'auteur comique et l'auteur dramatique, vont raconter l'histoire et comique et dramatique, mais c'est la même histoire. Et tu vois les deux films avec la même histoire, et j'ai trouvé ça super fascinant. Et comme d'habitude, quand tu vois un film de Woody Allen, tu te dis fuck, c'est une bonne idée, mais maintenant qu'il l'a fait, il est trop tard. Ceux qui te font rire en Belgique, il y en a? Mes amis. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on se demande toujours. Pourquoi est-ce que, à part du fait que ce soit des private jokes, mais tu rencontres dans la vie de tous les jours plus de personnalités, plus de caractères et plus d'humour différents que tu peux rencontrer en télé, sur Internet, non? Oui. Je sais pas. Moi, je suis très cliente des private jokes. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les 5 heures cinéma aussi. T'as l'impression d'écouter tes amis. Sinon, tu me demandais qui me faisait rire en Belgique. Je trouve que James Dino a beaucoup, beaucoup de potentiel. Pas toujours exploité à 100%, mais c'est aussi le genre de type qui ouvre la bouche et qui me fait rire. C'est une star, il n'y a rien à faire. Et sa voix, j'adore sa voix. Et c'est... Jerry Seinfeld dit l'humour, c'est une question de rythme, et c'est pour ça que plusieurs batteurs sont des bons humoristes. Et Dino, ben forcément, en ayant été et en étant toujours rappeur. Et d'ailleurs, c'est un gros problème pour lui. Et on en a déjà parlé, ça le fait chier des fois de se dire, merde, comment est-ce que je fais pour continuer d'être à la fois rappeur et à la fois humoriste? Et c'est un dilemme dans sa tête, et ça le travaille. J'ai dit, t'as pas besoin. Dans ton humour, parle du fait que t'es rappeur, puis quand t'es rappeur, ben... tu t'en fous ou t'en glisses une ligne, mais il y a tellement de flow et de rythme que tout ce qui... T'es fasciné par ce qu'il raconte parce que ça tombe toujours super juste. Et c'est un comédien sous-estimé, c'est un acteur extrêmement talentueux. Et il y a ce côté-là star, il n'y a rien à faire, il y a ce côté-là star. Si lui est à l'écran et il commence à parler... Il crève l'écran. T'oublies que les autres existent. En Belgique, donc, Laurence Bibot. Je suis la plus grande fan vivante de Laurence Bibot, je pense. Ce qui est un problème parce que je la côtoie dans le cadre du boulot, donc je dois faire semblant que je m'en fous. Mais en fait, je m'en fous pas du tout. Je trouve ça génial. À chaque fois que je lui parle, je fais « je suis en train de parler à Laurence Bibot. » Et d'ailleurs, Laurence Bibot t'a déjà invité à des brunchs chez elle le dimanche. Oui. Et donc, je t'emmenais avec moi. Ben oui, en tant que petit manant qui avait le droit d'être là. Et c'est là que tu... Il faut savoir que Myriam est un peu... comment est-ce qu'on peut dire ça? Adore faire des coups de pute. Voilà. Ouais. C'est ton plus grand plaisir en soirée, c'est de dire le truc qui met tout le monde mal à l'aise. Et si t'es la seule à te marrer, c'est là que tu te marres le plus. Ouais. Et ça t'a déjà causé énormément d'emmerdes. Ouais. T'as perdu des amis avec ça. Ouais. Voilà. Et t'as failli en perdre un cette fois-là. L'histoire, pour faire une longue histoire courte, quand j'avais le projet au Cirque Royal, j'avais fait de la promo un peu partout, dont dans 50 degrés nord, et j'étais ça se tournait à Flagey, j'étais dans les coulisses là-bas, et c'est ce matin-là, Laurence Bibot avait... Je me resserre un verre, hein, parce que l'histoire va être longue. Laurence Bibot a fait un papier où elle parlait de B.J. Scott, où elle parlait de son habillement, elle disait que B.J. Scott avait été mal habillé, je crois, ou je sais pas trop quoi. Et moi, j'étais là quand B.J. Scott, on lui avait appris, puis elle avait réagi en disant « Oh, ben, de toute façon, on s'en fout, Laurence Bibot a un gros cul. » Et mini-pause. Et entre filles qui ont des gros culs, il n'y a pas de problème, un truc comme ça, parce qu'elle est super chouette, franchement, B.J. Scott. C'était pas genre... oui, mais on s'en fout, elle est laide, donc son comportement, genre son commentaire n'a pas de valeur. C'est un truc qu'elle lançait comme ça. C'est vraiment une fille c'est vraiment la fille qui a passé beaucoup de temps dans des bars. Et moi, je raconte cette anecdote-là à toi, non? Et tu me dis, mais enfin, mais Laurence Bibot a pas du tout un gros cul. Et moi, à moitié par provoque, à moitié dans mes souvenirs, je fais, mais si, Laurence Bibot a un gros cul. Donc, on arrive chez Laurence Bibot, et entre une part de tarte au sucre et une conversation avec l'un ou l'autre Fred Jeannet, Myriam dit tout fort « Hé, Laurence, tu sais pas quoi? Il y a Dan qui trouve que t'as un gros cul! » J'ai parlé, moi, à Laurence Bibot, 6 minutes dans ma vie. Bah oui, mais c'était pour casser la glace. Ah ben, t'as cassé plus que la glace, t'as cassé l'ambiance aussi. Et t'as Laurence Bibot qui commence à dire « Ah oui, tu trouves? » et qui se plus ou moins mate le cul. Le truc, c'est que j'avais l'air un peu d'un plouc, mais... j'avais quand même envie de vérifier.
Donc, tu essaies de te dépatauger, mais en même temps, tu essaies quand même de jeter un petit coup d'œil pour voir. Et je confirme, elle n'a pas du tout un gros Pas cul. du tout un gros cul. Elle a même plutôt un petit cul. Qui flottait dans son jeans. Absolument. Voilà. Laurence Bibeau, qui d'ailleurs, j'aurais quelque chose à vous dire à propos d'elle rapidement dans les prochains podcasts. T'es fan d'elle, t'as essayé de travailler avec elle? Mais oui, on avait un projet qui est un peu en stand-by pour l'instant. Je sais pas trop pourquoi. Je crois que c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'écriture de programmes courts pour la télévision ou pour Internet, on ne sait pas encore. Donc on a pitché quelque chose. On a écrit la Bible des personnages. Tu peux nous raconter? Sommairement? Eh bien, ça partirait d'un accident de télésiège aussi, qui décimerait la famille royale belge et qui laisserait apparaître au grand jour une héritière illégitime. Delphine Boel. Une sorte de Delphine Boel, personnifiée par Laurence Bibeau. Et donc, et ce personnage sur lequel la sûreté enquête pour savoir s'il est apte à reprendre le flambeau et à monter sur le trône, est un personnage assez trouble, qui a beaucoup de relations avec les hommes, et des hommes pas toujours très fréquentables. Donc, une tinca. Une catin, oui, on peut dire ça. Et voilà. Excuse-moi, ça fait toujours rire d'entendre une fille qui a une super belle voix, toute distinguée, dire des mots sales. Une grosse putain. Et mais en plus, non, c'est pas du tout ça le personnage. Est-ce que tu peux juste le dire, comme ça je peux l'isoler comme jingle pour prochain? Une grosse pute. Ça va, 2-3 autres peut-être? Quoi par exemple? C'est comme si t'étais pas créative dans les Une insultes. assoiffée de la chatte? Je le crie un peu, comme ça, c'est un peu plus violent. Un petit dernier? Non, bon, non, ça va aller, je pense. Et voilà, donc Laurence Bibeau. Mais sinon, elle a même pas un personnage de catin, elle a un personnage de femme qui, un jour, alertée par un petit problème de santé, se rend compte que la vie est courte et qu'elle a peut-être perdu beaucoup de temps à se faire chier et qui décide de la vivre qui vit une seconde crise d'adolescence. Et donc voilà, c'est ça. Et ça en est où? Qui est au courant? C'est quoi l'objectif? J'en sais rien. J'en sais rien. Pour l'instant, on en est là. En fait, je sais pas où t'en es financièrement dans ta vie, mais t'as l'air d'avoir cette particularité-là ou cette chance-là où tu l'as développée, de pas du tout être pressé de faire aboutir les projets. Tu vois, on sent aucun empressement, aucune rage. Non, c'est vrai, je suis pas pressé. Faut que ça arrive. Alors que, je veux dire, pour ceux qui savent pas, t'as aussi un roman qui est écrit, que moi j'ai lu. Oui, qui est dans Métier Horreur depuis 1 an et demi. Qui est fini, donc le mot fin est écrit. Ouais. Et je sais pas pourquoi je veux dire, moi, évidemment, je suis pas objectif parce qu'on sort ensemble, mais je le trouve très bon et je vois pas qu'est-ce que tu glandes à le laisser dans le fond de tes tiroirs. Il faut que... non, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est qu'il vive. J'aimerais bien le faire éditer un jour ou l'autre, mais... T'attends qu'on vienne te chercher encore? Non, là pour ça. non. Là, pour ça, je ferai quand même des démarches, mais c'est juste que je dois repasser dessus. Il y a des trucs qui sont pas bons. Il y a des trucs dont je suis plus ou moins contente, mais il y a quand même beaucoup de déchets. C'est pas une comédie. Non, c'est pas du tout une comédie. Et donc, il faut réécrire quand même pas mal de choses. Et pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps. Et j'ai beaucoup de choses sur le feu. Donc, voilà. Des choses pour lesquelles je suis payée. Là, pour le coup, je suis pas payée. Donc, voilà, j'essaie d'abord de gagner ma vie. Donc, parmi l'écriture, donc on sait qu'il y a un livre dans tes tiroirs, un livre qui va paraître le 11 octobre, et tu t'es fait aussi, donc il y a une série, projet de série, et tu t'es fait commander quelque chose. Oui, bah alors là, je sais pas si on peut déjà en parler à ce stade-ci, mais si, on peut. Bah, moi, ça sera avec plaisir. Je suis en train d'essayer d'écrire une pièce de théâtre pour la Toison d'Or, sur demande de Nathalie Huffner, qui est la directrice du théâtre. Et voilà, donc j'ai écrit quelque chose, je suis censée le rendre la semaine prochaine, le 8, pour être tout à fait précise. Et donc si Nathalie écoute, est-ce que tu veux déjà demander une prolongation? Un petit délai. Je suis pas du tout prête, j'ai pas du tout eu le temps. Là, je reviens de quelques jours à l'étranger pour un reportage. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se bousculent en ce début d'année parce que j'ai eu un été un peu chahuté professionnellement, donc j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher dessus. Mais ce que j'ai déjà écrit me plaît assez en fait, et c'est très rare que ce que j'écrive me plaise. Donc j'espère que Nathalie va dire oui, parce que voilà, il faut avoir son feu vert quand même. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire ou ça tu peux pas? Si, mais s'il n'y a pas vraiment d'histoire en fait, c'est une succession de scénettes autour d'une libre antenne radio à destination des femmes dans les années 60. Ok. Voilà. Les filles sont moins drôles que les mecs? Ouais. Tu trouves? Ouais.
Pourquoi? Pour des tas de raisons, et notamment parce qu'on les laisse pas être drôles. Parce qu'une fille, en général, quand elle est jolie, elle cultive pas autre chose. Tu crois que... Moi, c'est ce que je pense. Et je pense pas ça parce que les belles filles sont connes. Je pense que, moi, je dis quand j'étais plus jeune, ma façon d'exister socialement, c'était d'être drôle. Parce que j'étais pas super bon en sport, j'étais bon à l'école, ce qui n'était pas de faire des amis, et j'étais pas spécialement beau. Et donc, pour exister dans un groupe, ce qui me restait, c'était d'être le marrant de service. Mais si c'était le plus beau du groupe, les filles viennent te voir. Si les filles viennent te voir, tous les mecs veulent être potes avec toi. Si t'es pote avec tous les... Tu vois, et donc, de se développer une personnalité alors que t'as pas besoin de le faire parce que t'es beau ou belle, putain, moi, je trouve que c'est un miracle. C'est pour ça que je trouve que la fille idéale ou le mec idéal, c'est celui qui était moche jusqu'à 18 ans ou 16 ans puis qui est devenu beau après. Il s'est développé une personnalité. Et avec Cody, on en parlait hors antenne la dernière fois, et il garde ses réflexes de moche. Bah ouais, moi aussi. Mais toi, t'étais moche jusqu'à... Jusqu'à aujourd'hui, Daniel. Jusqu'à idéalement demain, ou après-demain au pire. Non, bah jusque, je sais pas, mes 15 ans, quand j'ai retiré mes énormes lunettes et que j'ai testé les lentilles de contact et que je me suis rendu compte qu'il y avait un monde derrière mes fonds de bouteille. Et donc voilà, et donc il y a moins de filles drôles parce qu'il y a moins de modèles de filles drôles aussi, j'imagine. Oui, certainement, parce qu'elles s'exercent, elles cultivent peut-être moins ça, la société. Enfin, j'ai pas envie de mettre tout sur le dos de la société, mais pourtant je pense que c'est quand même une cause importante. Est-ce que ça va changer? Si tu as 2-3 filles je pense que ça évolue, ouais. Aux États-Unis, ça change énormément. Ouais, il y a ouais. énormément de séries, genre Glenna Dunham, Whitney Cummings, t'as Two Broke Girls, The New Girl, Amy Schumer qui devient de plus en plus populaire, Nikki Glaser, Sarah Silverman. T'as vraiment la nouvelle vague. Il y a mais c'est aussi pour ça que filles que de mecs. que j'adore Laurence Bibot, parce qu'elle est toute seule dans sa catégorie en Belgique. Et j'ai l'impression qu'elle a toujours fait des choses... Elle a jamais eu un humour de mec ou un humour, entre guillemets, de fille non plus. Elle a fait... Elle a jamais eu d'humour sexué, ouais. Par contre, est-ce que tu crois ses fans sont principalement filles ou mecs? C'est une belle phrase. Ouais. Je pense que c'est un heureux mélange des deux. J'ai pas l'impression qu'elle a un public particulièrement féminin. J'aimerais bien la rencontrer pour voir comment elle voit ce truc-là, forcément. Donc, voilà. Les hommes qui trouvent pas les filles drôles, tu vois ça comme du machisme ou simplement de l'histoire, c'est-à-dire que c'est un humour différent et forcément tout ce qui est différent, ça te plaît moins? Les filles tendent en général souvent le bâton pour se faire battre. J'ai des copines qui sont super drôles quand on est entre filles et qui, une fois qu'il y a le loup qui entre dans la bergerie, changent totalement d'attitude et ne mettent pas du tout en avant cette qualité-là. Commence à rouler? Parce qu'en fait, la drôlerie, les filles drôles ne plaisent pas. C'est pas sexy, une fille drôle. Sauf quand elle a un humour sexy. Du type Louise Bourgoin. Louise Bourgoin ne me fait pas du tout rire, mais les mecs la trouvent drôle parce qu'elle est sexy. Ouais, la Miss Météo de Canal. Ouais. Moi, elle me fait pas du tout rire, je la trouve pas marrante. Elle est drôle avec ses loches, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as l'impression, médiatiquement, je veux dire, quand on regarde les autres filles qui font de l'humour et qui font de l'humour en radio, Fanny Gendrin, Laurence Bibot, Delphine Pointbarre sur Classique 21. Elles font de l'humour, ces filles-là? Enfin, Laurence Bibot, oui, mais Fanny... Non, mais c'est une vraie question. Fanny Gendrin et Delphine Pointbarre, elles font drôle parce des chroniques de la vie quotidienne, quoi, non? Ma question d'après, c'est est-ce que tu as l'impression d'être la bitch de service? Donc voilà, tu réponds... tu réponds déjà à ma première question. Mais non, mais j'ai pas l'impression que leur but soit d'être drôle. Ben toi, ton but, est-ce que c'est d'être drôle ou pas? Non, moi non, vraiment pas. Parmi les chroniqueuses à tendance humoristique dans le paysage... C'est juste que le terme humoriste te fait chier, mais au total, et tout le monde commence à rire de toi. Alex Vizorek, entre autres, est le premier à toujours dire « Tiens, la non-humoriste qui sort un livre d'humour. » Mais si tes chroniques ont bien marché dans J'aime pas, c'est que ça faisait marrer les gens. Ça faisait pas marrer parce que c'était quelqu'un qui glissait sur une pleure de banane. Ça faisait marrer parce qu'il y avait un fond derrière. Mais la manière de transmettre le message, c'était le véhicule, c'était l'humour. C'était pas le fond, mais c'était le véhicule, l'humour. Moi, un de mes modèles aussi, enfin, tu vas avoir l'impression que je suis vraiment frotte-manche, mais c'est Sébastien Ministru. C'est un type dont j'admire beaucoup la carrière, la cohérence et tout. Il fait des spectacles, il fait des pièces de type humoristique. Le matin, dans Snooze, il est drôle. Il écrit des papiers marrants. Est-ce que c'est un humoriste pour autant? Ça reste un journaliste. Quelqu'un qui fait rire, c'est toujours un humoriste. C'est quoi si c'est pas ça un humoriste? Comment tu définirais un humoriste sinon? Pour moi, un humoriste, c'est quelqu'un qui a fait du LOL son métier. Quelqu'un qui fait des blagues. Quelqu'un qui fait des blagues. Mais c'est pour ça que tu dis que t'aimes pas les humoristes. À partir du moment où il y a du fond qui fait rire, tu considères que c'est pas un humoriste. Pour toi, pour être un humoriste, il faut que ce soit du vide qui fasse rire. Ouais. Ça peut pas être pour moi, humoriste, c'est péjoratif comme mot. Dit-elle dans un podcast sur l'humour. Donc voilà, est-ce que tu as l'impression d'être la bitch de service? Non.
Est-ce que tu as l'impression d'avoir été trop loin parfois dans tes chroniques? Non. Non, vraiment pas. T'as pas déjà été dans la merde, mais vraiment, t'as déjà eu des emmerdes, pas genre des gens qui disent qu'elle conne, des vraies emmerdes. Genre des gens qui appellent parce qu'ils sont pas contents. Je repense à un article que t'avais écrit dans le Vers l'Avenir. Ah oui. Oh, est-ce qu'on peut parler de vraies emmerdes parce qu'une attachée de presse est fâchée? Oui, j'ai eu des tas de fois des attachés de presse très fâchés. Tu peux Donc raconter je suis détestée par à peu près tous les attachés de presse de ce pays, à part à quelques exceptions près. Et en général, ces exceptions sont masculines. Et en général, sont pas forcément hétérosexuels. Hein, donc, voilà, Mais tu plais beaucoup à l'homme homosexuel, non? Oui, je suis une fille APD apparemment. et c'est une fierté, je suis très contente. Est-ce que t'es une fille à lesbienne aussi? Ouais, aussi, ouais. Donc il y a juste les hétéros qui t'aiment pas. Ouais. Qui est que 90% de la population. Ah oui, voilà, merde. Et la fois où on t'a le plus engueulé pour un truc que t'avais fait? Et j'ai les exemples en tête, donc je vais te souffler les réponses. Alors, il y a quelques chroniques sur Pure FM qui sont mal passées auprès d'une petite frange de la population, comme la chronique sur les DJ, où on m'a envoyé des menaces de mort. Chronique sur Madonna, mais ça je m'en doutais. Madonna, j'ai vraiment fait ma chieuse exprès parce que j'avais envie de faire chier. Voilà. Mais il n'y a pas une espèce de... Ça devient limite un... Il y a un côté malsain où le nombre d'insultes que tu reçois devient un peu ton compteur à succès, non? Ouais. C'est le problème quand tu fais des trucs trash, c'est de juger la qualité de ton travail en fonction des insultes que tu reçois. Ouais, c'est vrai. Et tu viens limite à les apprécier, non? En disant, oh, celle-là a bien marché. Au début, ça me choquait un peu que les gens puissent, sans me connaître, dire que j'étais une connasse. Qui roulait en mini, d'ailleurs. Oui, alors pour une fille qui fait tellement des tas de rumeurs, ouais. Oui, c'est ça. Comme quoi, je suis une pétasse du Brabant wallon qui roule en mini, alors que je ne conduis pas, je le répète. Tu n'es qu'une pétasse du Brabant wallon. Je suis voiturephobe. Oui, voilà, je suis juste une pétasse du Brabant wallon. Ouais. Non, c'est vrai, au début, les insultes me choquaient, et puis c'est devenu assez grisant. J'aimais bien ça sur la fin. Pourquoi t'as arrêté? De me faire insulter? Non, je pense pas que t'as arrêté ça. Pourquoi t'as arrêté les J'aime pas? J'ai arrêté les J'aime pas parce que Dixit, le directeur d'antenne de Pure FM, le trend actuel n'est plus au coup de gueule et à la négativité. Et ton opinion? À ce sujet, que le trend actuel ne soit plus à ça, j'en sais rien. Et si c'est le cas, ça me désole. Et t'avais l'impression d'avoir fait le tour ou t'avais encore du jus? J'avais peut-être plus du jus pour toutes les semaines, mais j'en avais quand même pour quelques supplémentaires. Continuer. Ouais. Un truc qu'il faut savoir à propos de toi, tu t'aimes pas la télé. Non. Et j'aimerais que tu racontes à tout le monde la fois où t'as interviewé, et on s'en fout de l'interview, c'est ce qui s'est passé après, Michel Drucker c'était la sortie de son livre « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Tu faisais les petits matins aussi à ce moment-là, tu combinais les deux. Ouais. Et tu étais en train de faire une sieste en après-midi et raconte ce qui s'est passé. Bon, déjà, l'interview avec Michel Drucker, et c'était super. Je pense que ça reste mon meilleur souvenir d'interview à vie. Parce que c'est un type vachement attentif. Et ouais, on peut se moquer de lui parce qu'il est hyper lisse, hyper consensuel, clairement. Mais c'est pas comme s'il faisait semblant d'être autre chose. Mais oui, et puis il a un côté un peu magique, je trouve, Michel Drucker. Il arrive à soutirer des confidences aux gens parce que les gens se sentent bien avec lui, ils se sentent écoutés, se sentent importants, se sentent exister à ses côtés. T'arrives pas là, disons, prêt à te battre. Voilà. Et donc c'était une super chouette interview. Le livre était super bien. Bon, je pense qu'il était écrit par un nègre, mais ça n'enlève rien au fait que l'histoire de Michel Drucker est tout à fait passionnante. Et donc, de l'interview, on est passé à une discussion très cordiale, comme deux personnes qui se rencontrent et qui vont boire un verre. Et puis, à la fin de l'interview, il m'a dit que je lui faisais fort penser à sa nièce, qui est Marie Drucker. C'est quand même pas du compliment en bois, parce que bon, c'est quand même pas n'importe qui. Et il voulait que je le contacte... voilà, pour éventuellement collaborer ensemble. Chose que tu n'avais absolument pas l'intention de faire. Que j'avais absolument pas l'intention de faire. Tu rentres chez toi, tu fais une sieste. Ou c'était le lendemain? Non, c'était une semaine après. Je faisais une sieste parce que je revenais de la radio et puis je vois un numéro français. Et parce que la sieste, c'est ta passion dans la vie. C'est ma passion numéro 1, c'est vrai. Et puis je vois un numéro français, je décroche pas, puis... Ah non, c'est vrai, je décroche, mais j'étais complètement dans le gaz. Et j'entends, allô Myriam? Ouais. Bonjour, ici Michel Drucker. Énorme, quoi. Énorme, ton téléphone sonne pendant ta sieste et c'est Michel Drucker au bout du fil. Tu l'as cru de façon inimitable, donc tu l'as cru. Bah oui.
Et voilà, il voulait me remercier pour le papier que j'avais fait sur son bouquin, qu'il avait adoré. J'avais fait toute une page en la libre. Et c'est vrai que je m'étais pas mal donné sur ce papier parce que j'avais bien aimé cette rencontre. Et voilà, il m'appelait pour me dire ça. Mais moi, j'étais tellement dans le gaz que j'ai mis un terme quasi immédiat à la conversation. Mais il t'a dit de reconsidérer le fait Oui. de faire de la télé. Il m'a demandé de l'appeler. J'ai dit oui. Et en fait, je n'avais même plus le numéro de téléphone qu'il m'avait donné. Et je ne l'ai jamais appelé. Mais je ne le regrette pas parce que c'était pas le moment. C'était flatteur. J'étais très contente C'était un solide compliment qu'il me faisait en m'appelant, en me disant de l'appeler. Mais j'ai préféré garder ça comme un bon souvenir d'acte manqué plutôt que d'aller me présenter là-bas en étant très mal à l'aise, en me sentant vraiment pas légitime et en faisant de la merde et en étant très gênée. Enfin, et peut-être en me grillant. Enfin. Donc, t'as jamais rappelé Michel Drucker qui t'appelait sur ton portable en après-midi pour te dire « Salut, tu devrais faire de la télé ». Ouais. Mais je sais pas, la télé, je le sens pas. C'est pas ton seul lien avec Michel Drucker, d'ailleurs. Pour tes chroniques, j'aime pas, pour ceux qui savent pas, vous pouvez aller voir sur YouTube. La personne qui les mettait en ligne sur YouTube mettait toujours dans les tags Faustine Bollard, qui est donc une collaboratrice de Michel Drucker. Et oui, je me demandais pourquoi. Et un jour, j'ai cliqué sur Faustine Bollard, donc le tag. Et quand tu regardes sur YouTube les liens concernant Faustine Bollard, il y a des trucs où c'est écrit Faustine Bollard shoe dangling. Ah oui, elle est des amateurs de fétichisme. Je savais pas ce qu'était le shoe dangling. Le shoe dangling, c'est quand tu as par exemple des escarpins. Et que tu les tiens avec la pointe de tes orteils. Exactement. Et que tu fais balancer ce qui se passe au talon. Et il y a des gens qui font des montages avec que ça. Avec le pied de Faustine Bollard. Avec le pied de Faustine Bollard. Et avec des commentaires en disant « Wow, what a great shoe dangling! » Et tu sais que si, mettons, quelqu'un fait un montage avec juste ton décolleté... Déjà, si quelqu'un fait un montage juste avec toi, tu sais qu'il y a un pourcentage significatif de gens qui s'en servent pas juste pour regarder. Mais si il y a un montage avec... Et il y avait genre 129 000 clics. Donc, si vous voulez faire du clic sur YouTube, le shoe dangling semble être une option. Donc, faites-vous plaisir. Mais... Tu sais que si des gens font des commentaires sur le fait que ta vidéo de shoe dangling est géniale, j'imagine Faustine Bollard qui regarde le truc, elle le sait que les gens se sont branlés en regardant le truc. J'imagine que tu fais pas ça comme tu regardes un tableau de Picasso. Si c'est un fétichiste, c'est qu'il y a une raison. Faustine Bollard qui est mariée avec Maxime Chatham. L'auteur. Oui. Et... Que je croyais américain d'ailleurs. Pas du tout, qui est tout à fait français, mais qui est comme un américain. J'étais en train de lire un livre de lui, le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie. Qui s'appelle comment, comme ça on est... Le Léviathan. Ne le lisez pas, c'est de la bouse. Je sais pas parce que je lis sur une liseuse électronique et le nombre de pages n'est pas indiqué. Mais en tout cas, ça fait longtemps, je trouve trop longtemps, j'ai perdu trop de temps dedans. À lire et c'est pas... Et c'est insupportable. C'est pas la seule fois que tu as eu des contacts avec la France pour des projets? C'est vrai, Daniel. Il y a eu aussi Canal+ qui m'a contacté, mais là, je me suis prêtée au jeu. C'était via Mouloud Achour. Mouloud Achour, qui est chroniqueur pour Le Grand Journal, qui est venu passer 3 jours à Bruxelles. On a tourné un pilote avec lui. Qu'est-ce qu'il voulait? Comment ils ont entendu parler de toi et qu'est-ce qu'il voulait? Ça c'est très drôle. Il déteste Mélanie Laurent, comme moi. Et moi, j'avais déjà fait une chronique « J'aime pas Mélanie Laurent » dans Snooze. Et cette chronique a été postée sur YouTube. Dis Daniel, tu es en train de finir la bouteille de vin, là. Continue. Non, mais il y en a une deuxième dans ton sac. Avance avec l'anecdote. Oui, pardon. Donc Mouloud Achour a tapé sur Google « Je n'aime pas Mélanie Laurent » et il est tombé par hasard sur ma chronique qui s'appelait « Je n'aime pas Mélanie Laurent ». Shoe dangling. Oui, c'est cela. Et donc, visiblement, ça l'a séduit et quelques jours après, genre 4 jours après, au moment même, il m'a envoyé un message sur Facebook en me disant qu'il fallait absolument que je le contacte. J'ai mis un peu de temps, je me suis un peu fait désirer. Le lendemain, il m'appelait déjà au boulot. Je sais pas comment il a trouvé le numéro de Roularta. Enfin bref, il essayait par tous les moyens, via Twitter, il me disait de le contacter. Et puis finalement, j'ai quand même bien répondu. Et il est venu à Bruxelles. On a passé 3 jours ensemble, on a tourné un pilote. C'était super chouette. C'était vraiment chouette. C'était la même chose que tes J'aime pas, mais c'était mes J'aime pas, mais en version télé, en version réécrite, en version jouée, en version maquillée, en version coiffée. C'est dans une J'ai jamais vu les images d'ailleurs. Moi non plus, je les ai jamais vues. Enfin, j'ai vu un petit peu sur la caméra, sur l'écran témoin de la caméra, ce que ça donnait, et c'était des très 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 belles images. C'est Mehdi Idir qui les avait tournées, et ce type a notamment réalisé le clip Je viens de là de Grand Corps Malade. Ok.
Est-ce que c'est Je viens de là? Enfin bref, J'ai aucune idée, j'ai dit OK pour que l'anecdote continue. un clip sur la banlieue. Voilà, c'est ça. Un superbe clip et une superbe chanson. Et donc, j'imagine que ces images devaient être superbes aussi. Et ils les ont présentées à Canal+, qui a gentiment dit que ça ne les intéressait pas. Donc voilà. Donc, c'est le deuxième truc qui, avec la France qui pour l'instant n'a pas fonctionné. C'est ton avenir, tu le vois en Belgique, tu le vois en France, tu le vois ailleurs? Eh bien, quand ça s'est terminé avec Pure FM, j'étais un petit peu dépitée, donc je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir vers la France parce que les horizons belges me semblaient vraiment très, très étroits. Et puis là, maintenant, je me suis un peu ravisée. Je me suis dit, ils sont étroits parce que c'est de notre faute, en fait. C'est à nous, jeunes professionnels, plein d'idées et plein de moyens, de nous lancer et de créer des choses. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Et donc là, je suis plus dans une logique de créer des choses ici sur place que d'aller en France pour essayer de forcer, de mettre le pied dans la porte. Il me reste 2 questions. Vas-y. Puis après, on arrête. Une autre question qui vient d'Internet qui demande est-ce que tu as un tabou dans ton humour, un sujet que tu refuses d'aborder? Par principe. Je veux dire, il y en a qui vont dire t'as jamais parlé, on va dire, du prophète Mahomet. Ouais, mais si j'ai pas de vanne, et je vois pas pourquoi j'en parlerais. Le but, c'est pas, je veux dire, t'en parles dans le vide. C'est si t'as envie de le faire et que tu le fais pas, ça, c'est un tabou. Si t'as rien à dire, je veux dire, moi, j'ai jamais parlé des carottes. C'est pas que j'ai un tabou sur les carottes, c'est que j'ai rien Ça t'intéresse pas. Non, j'ai pas de tabou. Par contre, il y a des trucs que je trouve pas marrants et donc que j'utiliserai pas. Et... Oui, mais parce que ça te fait pas rire, c'est pas un tabou, ça. C'est une question que ça te fait pas rire. Par exemple, les blagues de cul, ça me fait pas rire. Je trouve pas que le cul soit quelque chose de marrant. Et je trouve ça triste que le cul soit quelque chose de drôle. Mais, pourquoi? Parce que, je sais pas, ça nous renvoie à une espèce de cours d'éducation sexuelle en 2e primaire. On fait ici, on prend des nichons. Et tu crois que c'est justement une question? C'est parce que les gens sont gênés. Enfin, je sais pas, je crois que le cul c'est drôle parce que, enfin, les gens trouvent ça drôle parce que, parce qu'il y a un malaise et qu'on a l'impression de briser un énorme tabou en disant bite couille nichon. Moi, ça me fait pas du tout marrer. Alors qu'à l'inverse, si tu prends ça trop au sérieux et que tu n'es pas capable de te marier un peu avec le sexe, c'est aussi décevant. Ça veut dire que tu as une espèce de pression de la performance et de la perfection qui fait que tu n'as pas de plaisir non plus. Ah oui, non, mais je n'estime pas qu'il faille prendre ça trop au sérieux. C'est juste que... Le fait que le mot soit aussi tabou, c'est ça, que ça soit drôle parce que ce soit choquant. Oui, voilà. C'est ça que tu trouves un peu naze. Ouais, ça, donc je fais pas de blague de cul. J'ai pas l'impression d'avoir de tabou. Non. Non, j'ai l'impression d'avoir, justement, dans mes chroniques J'aime pas, essayé de tout tester. Tester tous les sujets sans aller vraiment très loin, parce que c'est des chroniques sur une radio de service public, pour un grand public, pour un large public. Et t'es pas plus grand seigneur. Je sais qu'il y en a qui disent regardez comment il va loin. Mais si tu vas loin, moi aussi, je peux faire la blague la plus trash au monde impliquant le sida, le prophète Mahomet, Jésus et 2 bébés. Genre. Ça fait pas de moi un dieu. Si t'es drôle en le faisant ça. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jim Jeffries, par exemple, qui va faire il fait des blagues sur le sida, sur le fait que le sida, pour l'instant, il l'a pas. Donc, il pense que le sida, c'est une grosse conspiration parce qu'il dit il y a personne dans le monde qui a plus fait quelque chose pour avoir le sida que moi. Donc, si je ne l'ai même pas un tout petit peu, c'est que ça n'existe pas. Et c'est dommage parce que je pourrais utiliser un peu de sida comme régime pour l'instant. Et je veux pas être trop maigre, mais mettons... Freddie Mercury 2 mois avant sa mort maigre. Mais tu vois qu'il le fait pas pour être choquant, il le fait parce qu'il trouve ça débile de faire des blagues là-dessus. Parce que moi, une des blagues qui me fait le plus rire, c'est une blague sur les gros, mais c'est pas une blague sur les gros. Les gros sont la prémisse, mais j'ai jamais trouvé ça drôle, moi, de faire des vannes sur les faibles. Quand je vois Laurent Ruquier qui fait des blagues sur Loana, je dis, oui, c'est super marrant qu'elle ait fait 2 tentatives de suicide, qu'elle soit grosse aujourd'hui. Des blagues sur Franck Ribéry, qu'il y a un accident puis qu'il a la gueule déformée, c'est super. Je trouve ça minable. Et puis c'est un réflexe. Et je l'ai fait plein de fois, malheureusement, mais c'est un réflexe d'aller taper sur du plus faible. Mais taper sur du plus faible quand tu es humoriste, c'est comme taper sur un plus faible quand tu es boxeur. Ça a zéro... Je trouve que ça a zéro mérite, sauf si c'est rigoler du fait que tu faussement tapes sur un faible. Ouais. C'est comme, je vais rire d'une blague raciste si je sais que la personne n'est pas raciste et qu'elle le fait d'une certaine manière. Moi, une blague sur les gros qui me faisait rire, c'est « Hey, y a-tu quelque chose de plus triste qu'un gros qui a une belle face? » C'est comme « Ouf, quel gâchis! » Non, pire. Une grosse qui a une belle face, qui maigrit et puis qui perd sa belle face. Hey, c'est comme genre, t'as aucune chance de t'en sortir. Ça me fait rire. Ça me fait pas rire parce que, oui, c'est drôle les gens qui ont du surpoids. Ça me fait rire parce que d'imaginer quelqu'un qui dit ça... Mais les blagues trash ne sont drôles que quand elles ont plusieurs niveaux de lecture. Dire juste violer ta mère avec une lame de rasoir avec du sida dessus, c'est pas marrant.
Ah, par contre, non, tu trouves ça marrant? Non, c'est juste que le fait que tu réussisses à penser à ça dans la définition de Black Trash, dans la seconde, est vachement inquiétant. C'est comme si tuer ta mère avec... C'est violer ta mère avec une lame de rasoir. Oui. C'était pas assez. Il faut... Bon, non. Où est-ce que tu trouves du sida à mettre sur la Je lame sais de pas, dans une poubelle ou quoi? Dans une poubelle. Dis, ça va dans les plastiques, ça va dans les PMC, ça... Non, ça, c'est dans la poubelle sida, ça. Ça fait combien de fois que Ça je aurait te été dis? plus marrant si t'avais dit ça va dans les sida. on va couper ça au montage. Je vais te couper au montage au complet. Oui, bah ça, je sais bien. Je sais bien que cette émission est juste pour te mettre en valeur, toi. Ben écoute, je sais plus quoi faire pour me mettre en valeur, moi. Et dernière question, c'est, j'ai envie que tu racontes, parce que je trouve que l'anecdote est super. C'est une des personnes qui fait le plus l'unanimité auprès des critiques, Gaspard Proust, que t'as interviewé. Et j'aimerais commencer à raconter l'anecdote avant, quand tu m'as dit, Dan, je vais interviewer Gaspard Proust. Je sais pas trop, est-ce que tu as des idées de questions? Et je me souviens d'avoir entendu des gens qui avaient dit, le problème avec Gaspard Proust, c'est qu'il est dans la vie comme il est sur scène. Donc, il est assez désarçonnant. Et toi, tu t'étais dit, et d'ailleurs, le papier est dans le Focus Vif, mais il est encore là, le Focus Vif? Il est jusqu'à quand? Non, c'est le Focus Vif de... Et il est sur Internet ou pas? Je ne sais pas. Ok, donc finalement, si vous voulez le papier, appelez Myriam, elle va vous envoyer un message à Myriam sur Facebook, elle va vous le Je vous enverrai copier-coller. le PDF. C'est ça. Et tu l'avais rencontré, et tu dis, ouais, des gens qui sont un peu pas concernés ou un peu à côté de la plaque, j'en ai fait plein, je suis sûr que je vais réussir à le craquer finalement. Ouais. Et l'interview en soi m'intéresse moyennement, mais raconte en bref, c'est surtout ce qui s'est passé après que je trouve qui est super intéressant. Interview que j'ai vécu comme un échec. Type pas concerné, je l'intéressais pas du tout. Bon, je dis pas que je suis extrêmement intéressante, mais j'avais quand même essayé de trouver des questions qui sortaient, à mon avis, un peu de l'ordinaire, de ce qu'il a l'habitude d'entendre. Oh, merci pour le verre de vin. C'est très mignon. On vient d'échanger les verres, je viens d'obtenir un verre vide contre un verre plein. Mais j'avais bu un peu avant d'arriver. Ah, c'est ça. Et donc, interview, il est pas là, il s'en fout. Je sais pas, ça m'énerve. Et donc, pendant un quart d'heure... Mais pas méchamment, c'est juste qu'il Non, pas méchamment. Il répond à tes questions, Là, mais juste un peu sans... autistiquement, comme ça. Ouais. Et donc je ne pose que des questions pour briser la glace. Et puis, au moment où j'essaie de rentrer dans le vif du sujet, l'attaché de presse entre dans la pièce, il dit, bah voilà, l'interview est terminée. Gaspard Proust fait, oh, mais il n'y a pas moyen de continuer un peu Alors que donc ça, c'est quand même le signe qu'il se fait pas trop chier, quoi. Oui, alors que moi, j'étais contente, limite, qu'on vienne mettre fin à mon calvaire. Bon, je me disais, qu'est-ce que je vais foutre avec ces réponses, ces non-réponses, parce qu'il me répondait par monosyllabe, par soupir. Bref, l'interview se termine. J'ai passé un horrible moment. Je rentre chez moi, mais un peu dévastée. Honnêtement, je pense que ça fait partie de mon top 3 des plus horribles interviews de ma vie. Pourtant, j'en ai déjà fait quelques-unes. Des horribles ou des interviews? Des interviews. Des interviews. J'en ai déjà fait des chiantes, mais des horribles, non. Mais je pense même que c'était ma plus horrible interview, en fait. Et donc, je suis un peu choquée, quand même. Je suis un peu choquée, je suis même un peu assez blessée, en fait. Ça vexée en disant, je suis quand même une bonne journaliste, et là, j'ai échoué, quoi. Oui, complètement. Et puis, je tweete... que je rentre de l'interview de Gaspard Proust et que j'ai perdu au moins 2 ans d'espérance de vie parce que j'ai dû lancer toutes mes forces dans la bataille. Et je mets un statut Facebook plus ou moins du même tonneau. Et puis je vois que Gaspard Proust me suit sur Twitter et me fait une demande d'amis sur Facebook. Donc, je dis, bon merde, qu'est-ce que je fais? Il te suit sur Twitter pour tes excellentes qualités journalistiques, j'imagine. Oui, mais bien sûr. C'est ton Twitter, tu dis en passant? @me_l. @my__l. Donc Gaspard Proust me suit sur Twitter. Je lui dis bon, courage. Enfin, voilà, je ne vais pas virer mon tweet parce que la célébrité dont il est question me suit. Ce qui est un réflexe très local, c'est-à-dire on fait des blagues sur l'alcoolisme de Britney Spears, mais quand vient le temps d'en faire sur l'alcoolisme de Benoît Poulvord, ben on se cache tous la bite entre les deux jambes parce qu'on risque de le croiser dans une soirée où il y aura du cava gratuit. C'est ça. Là, pour le coup, j'ai essayé d'avoir un peu de couilles et donc j'ai laissé mon statut Facebook aussi, je l'ai accepté sur mon mur et donc visiblement, enfin, il m'a envoyé un message sur Twitter en me disant ne vous inquiétez pas, c'était formidable. Et donc je me dis quel petit con, il se fout de ma gueule. Et donc je lui ai répondu un truc un peu cinglant. Oui, parce qu'il faut savoir, t'es une des personnes que je connais qui a le plus grand esprit de compétition conversationnelle. C'est-à-dire que tu vois la conversation comme un combat de boxe quand ça s'y prête, et t'adores fighter. Ouais.
Et je suis certain que c'est déjà arrivé dans tes relations, que ce soit en amitié ou en amour, que tu te faisais un peu chier et que tu as volontairement provoqué de la Bah, bien fête. sûr, comme tout le monde, non? C'est un réflexe que je connais uniquement chez les belles filles. Ah oui. Donc, Bon. c'est un truc que tu as souvent fait dans ton passé. Ah, t'es vraiment une bouse, mon vieux. Quelle grosse merde. Bon, ouais, je termine cette anecdote à Gaspard Proust qui m'envoie aussi un message sur Facebook en me demandant mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous attendiez de cette interview? Moi, j'ai trouvé ça très bien. Vous avez sans doute eu l'interview la plus personnelle de ma part. Et qui dit qu'est-ce qu'un journaliste veut qu'est-ce qu'un journaliste a besoin pour pouvoir imaginer que c'est une bonne interview? Je dois lui montrer des blessures d'enfance. Donc, un peu une réaction, encore une fois, de diva. Ouais, c'est ça. Et ce que tu lui réponds, et toi, au lieu de lui dire ah non, monsieur Proust, c'était très bien, tu choisis de fighter. Ben, pas seulement fighter, non, mais pas de fighter. montrer que t'es pas genre une groupie en dessous de l'heure que t'as jamais vu son spectacle, en soi. Non. T'as jamais vu le film. Non, plus. la première fois que j'ai regardé des choses concernant Gaspard Proust, c'est quand j'ai su que j'allais l'interviewer 3 jours avant. Donc c'est pas comme si ça, tu te sentais pas inférieur. Non, mais c'est peut-être ça, en fait. Peut-être que je suis venue en croyant trop que c'était... En croyant prétentieusement pouvoir m'adresser à mon égal... Et alors que lui s'en foutait, lui clairement. s'en foutait. Et Voilà. même il l'a dit, j'ai pas besoin de faire d'interview, je sais pas pourquoi je me fais chier à m'y prêter. Là. Et donc on a un peu fighté par messagerie Facebook où je lui expliquais que c'était vraiment dommage qu'il ait une attitude pareille, que... Enfin, voilà, j'essaye un peu de le culpabiliser par rapport à ça, parce que ça m'énervait. Il est un peu payé pour tous les autres qui ont des attitudes de merde avec les journalistes, parce qu'ils rencontrent de temps en temps des journalistes cons, forcément ça existe, mais à force de les mettre tous dans le même panier, alors que certains font bien leur boulot consciencieusement, alors je ne sais pas pourquoi je fais Mais c'est quoi, c'est le 3/4 des interviews que tu pourrais écrire avant de rencontrer l'artiste? Ouais, bah oui, évidemment. Et donc on s'est envoyé, je sais pas, 5-6 messages chacun. Et puis moi j'ai clôturé le truc parce que ça tournait à la joute stérile. Et puis il y a 2-3 jours, il m'a envoyé un message en me demandant de lui envoyer mon bouquin. Et tu lui as demandé 15 €? Mais non, même pas. Non, là pour le coup, j'ai fait la petite zizi. J'ai dit, mais bien sûr, avec plaisir. Et ça te ferait plaisir maintenant de l'interviewer? Parce que ton échange Facebook était plus intéressant que l'interview que tu as fait avec lui. Ouais. Donc maintenant, ça serait intéressant. Ben oui, mais par contre, je pense que lui est un peu, comment dire, incorruptible et difficilement manipulable. Enfin, je sais pas très bien comment l'exprimer, mais je ne suis pas sûre que l'interview sera meilleure maintenant. Je ne suis pas sûre qu'il s'y prêtera avec plus de bonne volonté maintenant qu'avant. Mais tu sais quoi, vous pouvez suivre Myriam sur Twitter, twitter.com/my_l. Sur Facebook, t'acceptes les gens ou pas? Non, t'as pas de page fan, c'est une page perso. Ouais. Et donc, moi, j'accepte que les gens que je connais dans la vraie vie. Et on peut t'envoyer des mails d'une certaine manière si on veut t'écrire, on peut le faire d'une façon. On peut envoyer des mails sur le Facebook, justement. Oui, parce que le Facebook est ouvert. Est ouvert pour les mails. Le livre, donc Les Bobos, la Révolution sans effort. Achetez-le, c'est pas cher, 9,95 €. Et c'est toi qui as voulu imposer le prix? Non, moi, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais mis à 30 €. Version électronique, c'est pas encore confirmé? Version électronique, si, c'est confirmé, ça sortira en version électronique. Cool, parfait. Donc tu vas mettre tes infos, j'imagine, sur Twitter, sur Facebook? Oui, évidemment, je ne parlerai que de ça dans les prochains jours. Tu vas être un peu obsédé, tu vas mettre le lien de toutes les fucking interviews que tu vas faire dans tous les médias? Non, ça non. On dit ça, mais après ça, on est quand même tenté parce qu'on est content de voir les stats augmenter. Quoique, pour mon cloud, ce serait peut-être bien. T'as un cloud à combien? 72. Parfait. Myriam Leroy, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Je sais que ça te stressait, je sais que t'as pas envie, je sais que tu l'as fait à moitié pour faire plaisir, mais c'était chouette de pouvoir, pour une fois, s'asseoir. Et j'ai jamais compris pourquoi les magazines n'avaient pas fait des longues interviews avec toi. Moi non plus, vraiment, ça me dépasse. Shooting photo, on va finir là-dessus. Shooting photo, t'accepterais? Jusqu'où déjà, je suis certain... Moi, si on nous offrait de partir à l'île Maurice faire un shooting photo à 2, t'accepterais ou pas? Bien sûr que non. L'île Maurice. Si c'était pour un journal slovaque qui ne verrait jamais le jour ici, peut-être, mais... C'est bon, et si on t'offre de partir tout seul à l'île Maurice? Non. Ok, tu me rassures, je serais pas obligé de te taper ce soir. Non, je suis complètement incorruptible. Toi? Bien sûr. T'es incorruptible, sauf quand t'as envie d'être corruptible? Exactement, comme tout le monde, non? Parfait, merci beaucoup.